Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Et coupé! Et oui, dans cet épisode, pas d'invité, ou disons que l'invité c'est moi. Bienvenue dans le dernier épisode de la saison 2 d'Écho de Ferme, où je vais revenir sur les moments clés, les épreuves, les enseignements et plein d'autres choses, notamment s'il y a une suite ou non. Mais patience, je t'en parle à la fin de cet épisode. L'an dernier, j'avais divisé ces sujets en deux, avec un épisode pour faire la conclusion de la saison 1 et partager mon opinion personnelle sur le secteur agricole. Et j'en avais fait un deuxième sur mon expérience de podcasteuse agricole. Cette année, j'ai décidé d'optimiser dans un seul et unique épisode, avec toujours la même volonté, rester moi-même et rester authentique. Allez, c'est parti. Bon, c'est toujours un challenge pour moi de faire ces épisodes finaux et même les tout premiers épisodes de chaque saison parce que c'est pas évident finalement de prendre le micro toute seule dans ma pièce et de me dire « Allez, c'est parti, je fais un bilan de toute cette saison ». J'ai plus l'habitude de donner la parole aux autres que de la prendre, surtout quand finalement il n'y a personne pour me poser des questions. Donc je vais essayer quand même à faire un monologue pas trop barbant où je pourrais te partager un petit peu mon vécu sur cette saison 2, ce que j'ai traversé et les décisions que j'ai prises, mais aussi les défis auxquels je dois faire face. J'en parle notamment dans les réseaux sociaux, mais je pense que c'est toujours important aussi d'en faire un épisode un peu dédié où comme ça, chacun est aussi au courant. Je suis à chaque fois très transparente sur ma démarche et je pense que c'est une de mes spécificités. Je pense aussi qu'un podcast, c'est l'authenticité et donc c'est de l'humain derrière. Donc j'essaye de jouer le jeu jusqu'au bout. La première chose, je parle d'humain, mais disons aussi que pour faire un podcast, avant tout, il faut du matériel. Et j'aime bien jouer avec mes micros parce que ils ont leur petit surnom. Et il faut pas oublier que dans cette saison 2, on a eu l'arrivée d'un nouveau micro, Mickey, celui avec qui je parle d'ailleurs, un micro main qui permet d'optimiser la qualité du son et de venir prêter main forte à mon précédent micro qui est un enregistreur. Donc cette année, on a eu Mickey et Toufi qui ont pris les ondes, les voix de chaque interlocuteur pour te les transmettre lors des épisodes. Donc ça a été une nouveauté pour moi parce que ça m'a permis du coup d'améliorer la qualité sonore de mon podcast. Plus de travail au montage parce que finalement ça fait plus de pistes audio, mais c'est un bel investissement que je suis contente et j'aime bien créer en fait un storytelling derrière et me dire que j'ai toujours Mickey et Toufi avec moi. Donc voilà, écoutez, ça me fait plaisir. Et je voulais commencer par ça, parce que avant l'humain, il y a aussi le matériel et tout le travail qu'il y a derrière pour fournir un podcast de qualité. Les personnes que je voulais surtout remercier, ce sont les 13 personnes qui ont accepté de suivre cette aventure dans la saison 2 avec moi. Des rencontres, pour certaines même des amitiés qui, je l'espère, perdureront dans le temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller les voir et comme dans la saison 1, il y a toujours cette volonté en fait de s'ouvrir à l'autre. C'est très rare lorsque j'ai quelqu'un que j'ai au téléphone et qui me dit j'ai pas envie. C'est arrivé dans cette saison 2, notamment une personne en fait qui ne se sentait vraiment pas à l'aise au micro, voilà, une personne plutôt introvertie, mais c'est pas très grave, j'ai eu d'autres contacts finalement, et le but c'est pas de forcer les gens à prendre la parole, il faut vraiment qu'ils jouent le jeu et qu'ils soient partants finalement, sinon ça se remarquera au moment de l'interview. Donc j'ai vraiment eu que des retours quasi positifs, beaucoup de personnes qui sont prêtes à communiquer, à montrer les coulisses de leur métier, à passer des messages aux consommateurs. Et donc ça vraiment c'est toujours une joie pour moi de me déplacer, d'aller dans des fermes. Ça c'est toujours une valeur ajoutée que je veux garder parce que je prends beaucoup de plaisir à mettre mes bottes et à aller voir ce qui se passe dans les fermes finalement. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est toujours très puissant pour moi, c'est le soutien. Le soutien de ces personnes, de ces agriculteurs et de ces agricultrices qui finalement me remercient à la fin de les avoir écoutés et qui me disent « Ah, mais on a rarement l'occasion de s'exprimer autant avec autant d'authenticité. » Et donc moi, ça me fait toujours plaisir de me dire les gens, ils communiquent, mais finalement, ils communiquent pas forcément de cette façon-là. Et donc c'est intéressant d'avoir leur retour, de voir que finalement... Des fois, ils osent dire des choses qu'ils n'osent pas parler, qu'ils n'osent pas en fait aborder avec d'autres interlocuteurs. Donc je me sens un peu privilégiée et puis j'accepte et cette confiance qu'ils me donnent et ce soutien qu'ils ont.
parce qu'ils savent que c'est important finalement de communiquer dans le milieu agricole, et je ressens vraiment un soutien par rapport à mon travail et par rapport à mon média. Et donc du coup, je voudrais les remercier chaleureusement, chacun d'entre eux, 13 personnes qui ont dit oui et qui m'ont permis de faire ces 13 épisodes pour mettre en évidence l'Occitanie. Dans la saison 1, j'avais plutôt mis en évidence le Tarn-et-Garonne, la région dans laquelle j'habite, et j'ai souhaité changer d'échelle dans cette saison 2 avec la région Occitanie, notamment parce que j'étais lauréate du budget participatif de cette région. Je reviendrai d'ailleurs dessus par rapport à un point financier tout à l'heure. Il faut savoir que l'Occitanie, c'est une région extrêmement diversifiée. Je ne suis pas originaire de l'Occitanie de base, je viens de Seine-et-Marne en Île-de-France, mais depuis que je suis installée en Occitanie, c'est vrai que j'ai remarqué que c'était une région agricole multipotentielle, on pourrait dire, avec des zones de haute et de basse montagne, de la plaine, des coteaux, mais aussi un accès à la Méditerranée qui permet du coup d'ouvrir le champ des possibles. On a deux grands types de climats, océanique et méditerranéen, auxquels on peut aussi ajouter des climats de montagne, un climat continental aussi, ce qui explique finalement qu'on a des cultures différentes dans nos campagnes. Et dans cette région plutôt ensoleillée, on va le dire, je suis fière d'avoir pu montrer cette diversité de production et de t'y avoir fait goûter en tant qu'auditeur ou auditrice. On a vu la polyculture élevage dans le Tarn avec Stella, les céréales en Haute-Garonne avec Bernard, l'ostriculture avec Loïc dans l'Hérault, la riziculture avec Jean-Louis dans le Gard, l'élevage, on l'a vu en Lozère avec Maïté sur le plateau de l'Aubrac, dans l'Aveyron avec Marie sur la filière du Roquefort et du lait de brebis, ou encore dans le Lot avec Martial pour le rocamadour et le Gers avec Roselyne pour la filière du canard. Mais je suis allée aussi dans les Hautes-Pyrénées avec le Port Noir de Bigorre où j'ai rencontré notamment Jean-Michel Coustala, président du consortium du Port Noir de Bigorre. Et enfin, j'ai mis aussi en évidence d'autres filières comme l'apiculture en Ariège avec Janice, le vin dans l'Aude avec Mathieu et les filières arboricoles dans le Tarn-et-Garonne avec Yvon, le dernier épisode sorti, et avec Maxime dans les Pyrénées-Orientales. Voilà pour la présentation de ces 13 personnes, de ces 13 épisodes, 13 départements, 13 épisodes, 13 raisons d'aller tous les écouter et surtout, je compte sur toi de les partager. Alors forcément, on est d'accord, ça ne donne qu'une image de leur agriculture et que chaque département avait vraiment beaucoup plus à partager. J'ai été parfois frustrée de ne pas pouvoir faire plus parce qu'il y a plein d'autres filières qui auraient pu être mises en avant. Mais à chaque fois, il y a un choix qui est nécessaire. Avec un épisode par département, fallait choisir. Et qui sait, je pense, et je suis quasiment certaine que d'autres filières seront mises en évidence par la suite. Alors l'Occitanie, c'est une région engagée, la première région française en nombre de labellisations en agriculture biologique. C'est là où il y a le plus de fermes bio, si on résume. Donc on a vu aussi que c'était un sujet clé qui est revenu régulièrement dans les épisodes parce que c'est une filière qui est en difficulté. On a notamment certains qui ont mentionné qui étaient en déconversion, donc qui repassaient en conventionnel par manque notamment de rentabilité sur cette filière. Il y a d'ailleurs un réel enjeu sur cette filière du bio, de l'équilibre offre et demande et des politiques publiques. On l'a encore entendu récemment où l'agence bio était menacée, où les prix étaient peu attractifs et la demande n'était pas forcément au rendez-vous. Alors du coup, c'est un enjeu encore plus important pour cette région si elle souhaite garder son engagement. En parlant d'enjeux, il y a plusieurs enjeux qui ont été cités dans cette saison 2 et je vais commencer déjà par celui de l'eau, forcément qui a été cité dans les épisodes dans l'Aude avec Mathieu par rapport à la gestion de l'eau pour son vignoble, mais aussi dans les Pyrénées-Orientales avec Maxime qui fait du coup des pêches, des nectarines, des abricots. Et l'eau, forcément, c'est la ressource cruciale à préserver dans cette région du Sud. Alors c'est vrai qu'au moment où tu vas écouter cet épisode, peut-être que tu as entendu l'actualité, ils ont reçu enfin quelques gouttes qui ont permis un petit peu de rehausser les nappes phréatiques et de faire plaisir. Malheureusement, c'est une région qui, dans l'avenir, va devoir se confronter à ce manque d'eau, et ce qui signifie finalement un fort enjeu. Ça veut dire quelle est la viabilité des modèles sur ces régions-là, lorsqu'il y a autant de manque d'eau, comment retenir l'eau, comment assurer finalement l'avenir de ces fermes-là, et l'enjeu de l'eau, il sera crucial, que ça soit dans ces deux départements, dans la région Occitanie, mais même dans la France entière. Parmi les autres enjeux, on a beaucoup abordé la concurrence déloyale avec d'autres pays européens, mais aussi au-delà des frontières, notamment avec le Mercosur, qui est un traité de libre-échange qui a été signé, pas encore validé au moment où je vous parle, avec l'Amérique latine.
Donc ça a d'ailleurs été au cœur des contestations agricoles en début 2024, qui ont d'ailleurs commencé en Occitanie, il ne faut pas l'oublier, avant de s'étendre dans toute la France, voire en Europe. Et c'est pour ça que j'ai régulièrement fait réagir d'ailleurs les agriculteurs et agricultrices que j'ai interviewés sur ces questions, pour connaître finalement leur opinion sur ces blocages, les revendications, et eux, comment ils se positionnaient et comment ils envisageaient la suite. Bon, certains sont confiants, d'autres moins, mais on va dire que tous sont plutôt optimistes et savent que même si le traité est signé, même si finalement il y a de la concurrence déloyale, leur objectif de toute façon ça va être de se démarquer. Et il n'y a pas forcément d'autre solution, sauf celle du soutien public, mais je voudrais pas rentrer dans un débat politique ici, donc je ne creuserai pas plus ce point-là. Mais en tout cas, il y a vraiment cet enjeu qui est puissant dans nos campagnes, qui est finalement d'être mis sur le même piédestal que les autres. Sinon, finalement, pour le consommateur qui n'est pas forcément averti, ça va être compliqué de savoir faire le bon choix. Dans la saison 2, on a aussi beaucoup parlé d'attractivité du métier et de l'importance de préserver notre agriculture. Moi, je suis une convaincue par cette filière, donc forcément, je ne vais pas être très impartiale. Mais on a rencontré des jeunes qui étaient fiers d'être agri, de reprendre le flambeau familial ou tout simplement de se lancer pour ceux qui n'étaient pas issus de ce milieu. Et on a rencontré aussi des moins jeunes, fiers de leur travail et prêts à transmettre leur ferme, que ce soit au sein de leur famille ou non d'ailleurs. Et j'ai perçu une identité occitane très forte, avec une fierté de représenter son département. Ils étaient tous très fiers d'être un peu l'élu de leur département, de leur terroir, et de préserver cette ruralité. D'ailleurs, Martial le souligne très bien dans son épisode, comme quoi il est important de préserver la vie dans nos campagnes, l'activité économique, par l'agriculture, mais aussi avec tous les métiers qui gravitent autour de cette filière-là. Et finalement, bon, c'est pas une surprise, mais on le sait très bien, l'avenir de notre agriculture, elle se jouera dans les prochaines années. Plus de la moitié des agriculteurs vont être prêts à partir à la retraite d'ici 2030. 2030, c'est demain, c'est dans 5 ans. Donc effectivement, si des actions ne sont pas concrètement mises en place aujourd'hui, il y a des enjeux sur l'avenir de notre agriculture. Si on n'a pas assez d'agriculteurs, comment faire pour assurer notre résilience, notre autonomie alimentaire plus tard. Et finalement, si on trouve d'autres modèles, quel type de modèle on a envie de soutenir? C'est d'ailleurs ce que j'essaye de mettre en évidence dans ce média. C'est soit on peut avoir des modèles qui nous tentent, d'autres qui nous tentent moins. Mais la question, c'est toujours de savoir vers quelle direction on va, comment chaque modèle peut finalement avoir sa place pour satisfaire chaque consommateur. Et aujourd'hui, l'enjeu de l'attractivité, c'est pas forcément de choisir le modèle idéal pour que finalement on favorise les installations, c'est de favoriser les installations et que chacun puisse trouver le modèle qui lui convient le mieux pour qu'on puisse avancer tous dans le même sens et assurer l'avenir de notre agriculture. Et ne pas chercher à confronter les agricultures, parce que finalement il n'y a pas qu'une agriculture et il y a bien des agricultures, et ça c'est un point que j'essaye en tout cas de mettre en évidence ici, et on l'a d'ailleurs remarqué dans cette saison 2. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que dans cette région, le secteur agricole est omniprésent, c'est le second employeur de main-d'œuvre, si je ne me trompe pas. Donc, l'enjeu de la main-d'œuvre est encore là, avec la nécessité de promouvoir ces filières pour inciter les vocations, soit à l'installation, soit finalement, ce que je disais à l'instant, tous les métiers qui gravitent, les agronomes, les techniciens, bref, peu importe. C'est l'importance d'ailleurs de la communication. C'est un point encore commun à chaque épisode. Que ce soit ceux que j'ai rencontrés qui font de la vente directe ou ceux qui travaillent via des filières qui sont plus grandes, ils sont tous d'accord qu'il faut changer l'image agricole, sensibiliser et que les consommateurs jouent aussi le jeu. Et en parlant de jouer le jeu, je retiens un élément qui est très souvent ressorti, peut-être trop souvent ressorti dans mes épisodes, c'est le poids administratif dans nos fermes. J'ai perçu un ras-de-bol global, quelle que soit la filière, l'âge, le genre de la personne, le secteur, le département, peu importe, tous se sentent chefs d'entreprise, mais ne supportent plus cette surcharge réglementaire et administrative qu'ils doivent souvent porter tout seuls. Et pour les promesses gouvernementales qui avaient été faites lors des contestations, il semblerait qu'elles ne jouent pas le jeu. D'ailleurs, pour ne pas dégoûter les porteurs de projets agricoles, la simplification devra être envisagée. Alors forcément, les démarches elles sont primordiales pour assurer une traçabilité et une conformité, surtout dans l'alimentation, mais chacun d'entre eux appelle à du bon sens pour ne pas finalement être dans l'extrême réglementaire et être dans une agriculture administrée, que je mettrai entre guillemets, vu que je cite Yvon dans le dernier épisode du Tarn-et-Garonne, qui souligne que dans sa carrière, plus de 50 ans de carrière agricole, ce qui l'a le plus marqué, c'est le fait qu'on soit passé d'une agriculture plutôt paysanne à une agriculture administrée.
Mais finalement, ce que je retiens dans cette saison 2, c'est toujours cette passion du métier. Il y a peut-être une sorte de fatalisme parfois sur certaines problématiques, que je viens d'ailleurs de citer, mais généralement il y a de l'optimisme. De l'optimisme notamment si les consommateurs, si chacun d'entre nous, si toi qui m'écoutes, ton voisin et tous tes proches s'incluent dans la démarche avec vraiment une volonté de promouvoir notre agriculture et pour les agriculteurs de promouvoir leur terroir. Et cette fierté occitane, j'espère que tu l'as ressentie autant que moi j'ai pu le ressentir en faisant mes interviews. Alors voilà ce que je voulais aborder aujourd'hui avec toi sur cette partie de la filière agricole occitane, de ce que j'ai ressenti, des messages clés qui sont à retenir de cette saison et aussi des pistes d'action sur lesquelles il faut travailler, la communication, l'attractivité des métiers. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles en l'air, mais il faut vraiment que sur le terrain, il y ait des actions qui puissent porter ces projets, qui puissent vraiment donner de l'espoir pour ces filières. Et moi, en tant aussi que formatrice agricole auprès de la future génération d'agriculteurs, il y a un devoir pour que chacun puisse promouvoir ces filières-là et finalement mettre un peu leur pierre à l'édifice. Une partie un peu plus personnelle, donc passons à mon bilan. Tout d'abord, je me sens confortée dans ma casquette de podcasteuse, notamment par rapport à ma façon de mener mes interviews et à ma voix. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, si quelqu'un m'enregistrait, j'obligeais la personne à supprimer ma vidéo parce que je ne supportais pas d'entendre ma voix. Or, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, la plupart de mes fonctions est portée sur la voix. Que ça soit les formations que je fais, que ça soit les prises de parole que j'ai, que ça soit les tables rondes, les conférences, peu importe, c'est vrai que tout tourne autour de ma voix. Et donc là, dans la saison 1, ça a été une révélation de voir que finalement, j'arrivais à assumer ma voix et que j'avais beaucoup de retours positifs sur mes qualités d'animatrice. Et finalement, dans cette saison 2, ça se confirme. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, au-delà du podcast, je suis animatrice de tables rondes, de conférences et d'événements surtout orientés sur l'agriculture et l'alimentation pour accompagner les personnes à ressortir les idées phares qu'elles veulent transmettre. Alors tu trouveras peut-être ça stupide, mais moi je trouve que personnellement c'est un point qui est primordial et que je tenais à partager parce que finalement même si on n'accepte pas sa voix, en travaillant dessus et finalement en acceptant ce qui est, on arrive très bien à la supporter après. Sur cette saison 2, je voulais aussi revenir sur les réussites. Je l'avais fait dans mon bilan de la saison 1, comme quoi ça avait été compliqué de planifier avec la fréquence que j'avais. Je faisais un épisode tous les 15 jours. Là, j'ai pu beaucoup mieux me planifier, organiser mes déplacements, vu que là, j'allais dans toute l'Occitanie. J'avais une visibilité sur les sujets que je voulais aborder. J'ai une prise de contact assez facile avec les agriculteurs. En plus, il y a eu un intérêt des médias qui ont permis de faire le relais et d'augmenter la visibilité. Il y a eu aussi une hausse conséquente du nombre d'écoutes. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 écoutes sur Écho de ferme, ce qui est quand même conséquent. Je ne me rendais pas compte, mais en parlant autour de moi, apparemment, c'est un chiffre qui est plutôt prometteur. Il y a eu aussi de belles rencontres, des amitiés, comme je disais tout à l'heure, des découvertes avec de nouvelles filières qui ont été mises en lumière que je ne connaissais pas tellement, même si je suis agronome. On n'apprend pas tout sur les bancs de l'école et c'est toujours bien de mettre les bottes pour aller voir sur le terrain. Donc vraiment, il y a aussi beaucoup d'enrichissement personnel. J'ai pris beaucoup de plaisir lors de ces immersions agricoles et de ces rencontres. J'avoue, en fait, je surkiffe faire ça et ça me donne à chaque fois envie de prolonger mon temps sur place. J'avoue, j'ai pas vraiment envie d'enlever mes bottes et de reprendre la route parfois. En tout cas, ce que je garde de cette saison 2, c'est le format. Une durée de 30 minutes, c'est un bon format, aussi bien pour transmettre des messages. C'est vrai que des fois, ça déborde et qu'on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on a envie de creuser davantage. Mais bon, pour pas que ça soit pénible à l'écoute pour toi, il faut un moment cadré parce que l'objectif, c'est quand même de vulgariser. La cadence minimale dans cette saison 2 de un épisode toutes les 3 semaines, ça a été l'idéal parce que je me déplace et je pense que ce qui serait encore mieux, ce serait peut-être un épisode par mois. Comme ça te laisse finalement le temps de rattraper tous les épisodes de retard que tu n'as pas eu l'occasion d'écouter. Mais en tout cas, le format toutes les 3 semaines ou une fois par mois, ça me semble plus idéal, surtout quand je me déplace sur les fermes parce que ça te demande quand même un temps conséquent. Ça, je l'avais déjà dit dans la saison 1. Lancer un podcast quand on n'a pas le temps, faut pas le faire. L'une des erreurs dans la saison 1, c'était de ne pas avoir planifié. J'avais réussi à avoir des contacts, mais malgré tout, il y avait eu beaucoup de temps qui avait été passé par épisode. Alors c'est normal, c'est le début, après il faut s'y faire. Maintenant, la saison 2, j'ai eu une bonne planification, dont je suis plutôt fière. J'ai anticipé tout en laissant place à la spontanéité. Et ça, c'est important, parce que je suis plutôt quelqu'un de spontané. Comme ça, s'il y avait des idées qui émergeaient, j'étais libre de choisir mes sujets jusqu'au bout. Par contre, l'une des épreuves dans la saison 2, tu as compris, c'était pas de trouver des agrès à rencontrer, ni de faire les visites, ni de faire les interviews. C'est pas non plus de tenir la régularité des épisodes, vu qu'à chaque fois,
En début de saison, je m'engage auprès de toi, auprès de mes auditeurs. Là, j'avais dit 3 semaines, c'est 3 semaines. Par contre, une des épreuves, c'est le temps et surtout, c'est la communication. Ça demande toujours beaucoup de temps, surtout la partie communication qui est chronophage, qui est énergivore et, je l'avoue, qui est souvent pénible, surtout quand on a peu de retours sur ce qu'on crée, sur les réels, sur les posts, sur la communication qu'on déploie. Parfois, j'ai 1000 idées de création de contenu, mais il faut du temps pour se poser, pour le faire. Parfois, il faut le matériel adéquat pour du tournage vidéo, ce que je n'ai pas nécessairement. Et puis, aussi, il faut des personnes pour concrétiser mes idées. Alors j'espère que je pourrai atteindre cela un jour, toutes les idées loufoques que j'ai dans mon esprit. En tout cas, pour les posts que je crée sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs je t'invite à aller me suivre aussi parce que ce que je dis en podcast, c'est complémentaire à ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur mon compte Instagram. Donc vraiment, je compte sur toi pour aller suivre et partager parce que c'est ça aussi qui motive. Mais vraiment, ce qui est difficile aujourd'hui, ça peut être de déléguer parce que finalement j'ai mes habitudes et qu'il faut avoir confiance et il faut surtout aussi avoir les finances parce que demander à quelqu'un de le faire, forcément il faut le payer et c'est d'ailleurs un gros enjeu pour la suite d'Écho de ferme. Alors tu me vois venir, passons à une partie que peu veulent aborder mais que tout le monde veut savoir, la thune, les billets, la moula, parlons-en. Pour la saison 2, j'ai été lauréate du budget participatif de la région Occitanie. Donc d'ailleurs, je remercie encore la région pour ce budget participatif, mais aussi tous ceux qui ont voté pour mon projet et qui fait que je fais partie des projets lauréats de 2024. À ce jour, en toute transparence, j'ai reçu 2 000 € de la région Occitanie pour pouvoir cofinancer une partie des frais réels engagés lors de mes déplacements, l'essence, le péage notamment. Mais bon, on va être honnête 30 secondes, c'est très loin de la réalité parce que le plus gros du travail, c'est les heures. Si je devais valoriser mes heures de travail que je fais bénévolement, soyons honnêtes, on est très loin du compte. Et je remercie tout de même la région Occitanie pour ce cofinancement qui permet quand même de couvrir ne serait-ce qu'une partie, mais qui permet quand même de soutenir et d'éviter d'avoir toute mon épargne personnelle qui finance ce projet de cœur. Et donc, c'est bien d'avoir des concours parce que vraiment, ça permet à des porteurs de projets de mettre en place ce qui les motive, comme moi, ça a pu être le cas. Alors, c'est bien d'avoir un projet de cœur, ok, mais à terme, le schéma de financement, il va devoir être établi. Alors, soit par des sponsors, par épisode, par exemple, avec des filières à mettre en évidence et des cofinancements, soit par moi-même, mais dans ce cas, mes autres activités doivent être suffisamment rentables pour vivre et dégager un petit plus. Donc, j'ai dit que j'allais être honnête, alors parlons franchement. Donc même si l'argent c'est plutôt tabou en France, d'ailleurs je comprends pas pourquoi, mais bon, ça c'est un autre sujet, je trouve que c'est primordial de l'aborder parce que finalement en fait ça va impacter la suite de mon projet. C'est toujours pareil, on veut tout, on veut être informé, on veut avoir du contenu, on veut porter des messages, mais qui pour soutenir les démarches comme la mienne? Et là ça coince. Surtout que le but c'est aussi de garder mon indépendance et mon impartialité, c'est-à-dire ne pas être étiqueté. Pourquoi d'ailleurs je m'agace avec ce point-là? Parce que tout d'un coup, si tu me donnes une casquette de bobo écolo, y a une partie de la population qui ne va plus écouter. Et si tu me perçois comme l'inverse, là aussi, je perds une partie des auditeurs. Donc finalement, c'est contre-productif. Les deux camps doivent s'écouter. L'un parce qu'on a des enjeux environnementaux sur le climat, sur la perte de biodiversité, sur la qualité de nos sols, sur la pollution, sur notre santé humaine, impliquant du coup des transitions. Et l'autre parce que le système actuel est complexe. On a des fermes qui sont endettées, on a des modèles, des filières qui sont déjà fixées, prédéfinies. On a le poids des lobbies, il ne faut pas le cacher. On a des enjeux d'accessibilité à l'alimentation pour tous. On a des enjeux politiques et culturels et éthiques. Donc finalement, c'est beaucoup plus complexe. Il faut apporter de la nuance. Alors mon but, c'est de garder au maximum cette diversité de profils parce qu'on a besoin de tout le monde pour changer. On a besoin de tout le monde pour évoluer, et cette nuance, elle est primordiale. C'est un concept d'ailleurs, la nuance, qui a de plus en plus de mal à avoir sa place aujourd'hui, surtout dans les réseaux sociaux. Mais pour ma part, je suis convaincue que c'est nécessaire, en tout cas, d'essayer de montrer toute la diversité de l'agriculture. Et si on n'est pas d'accord avec un modèle, c'est ok. Mais dans ce cas, il faut comprendre pourquoi on est encore dans ce modèle, comment faire pour le changer. Et si on n'est pas d'accord avec un nouveau modèle, il faut comprendre pourquoi on a envie de changer. Qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous motive? À quoi cette transition va pouvoir répondre? Et finalement, c'est vraiment un équilibre entre les deux, c'est cette nuance. Et moi, je trouve que c'est important, en tout cas, dans mon média, je veux garder cette casquette-là. Et j'ai un exemple concret à te partager pour cela. J'ai rencontré une auditrice lors d'un événement
que je ne connaissais pas et qui est venue me rencontrer en me disant qu'elle écoutait mon podcast. Et ça a été très drôle parce qu'elle m'a dit « Sophie, je n'aurais jamais écouté cette personne dans la saison 2. Je ne citerai pas le nom de cette personne par respect, et ni l'épisode en question. Mais elle a dit « Cet épisode que tu as fait avec telle personne, je l'ai écouté. Jamais je n'aurais écouté cette personne en temps normal. Mais vu que c'était toi qui l'interviewais, je me suis dit « Vas-y, je vais quand même écouter. » Et elle a dit « Je suis étonnée de voir que finalement avec cette personne, j'avais des points communs. Finalement, on était d'accord sur certains points. » Alors déjà, j'étais super contente d'entendre cette remarque-là et de savoir qu'elle a écouté un épisode avec quelqu'un que normalement elle aurait jamais écouté. Et en plus, finalement, elle a trouvé des terrains d'entente. Alors vraiment, ça a été vraiment un des plus beaux témoignages que j'ai eu. Et si cette personne m'écoute, je te remercie parce que finalement, ça a montré l'utilité du média qui fait que même si on n'est pas d'accord, on peut quand même s'écouter et on peut quand même trouver des pistes d'action pour avancer tous dans le même sens. Et ça, moi, je pense que c'est le plus important. Je vais pas m'étendre très longtemps. Je pense que je pourrais parler des heures sur cette saison 2, sur les messages clés, sur aussi ce que je peux ressentir, ce que je peux avoir envie de transmettre. Tu comprends aussi à travers ce que je viens d'aborder sur la partie financement que la saison 3, est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas une ? Tu comprendras très simplement que si je te dis jamais 200, je pense que tu as trouvé le chiffre, donc ça te donne un indice pour savoir si j'en ferai une autre ou pas. Maintenant, qui, quoi, où, comment, je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense que c'est pas l'enjeu géographique que je veux mettre en évidence, ce n'est pas une autre région que j'ai forcément envie de mettre en évidence. J'ai envie de changer de sujet, peut-être prendre une thématique, je ne sais pas encore. Je te partage tout ça comme ça vient. Forcément, comme dans la saison 1, je vais faire une micro-pause où je vais pouvoir me poser, réfléchir à ce que j'ai envie, voir aussi les opportunités qui s'ouvrent à moi, les portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Et puis finalement, je déciderai de lancer cette saison 3 avec toujours le même format, la même volonté, la même passion. Je pense que ça, on est tous d'accord que ça se sent et je m'en rends compte de plus en plus. Mais oui, il y aura une saison 3, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore comment. Mais en attendant, si t'as pas encore écouté tous les épisodes, c'est le moment de rattraper. Si t'as envie de transmettre ce podcast à tes proches, à des gens qui comprennent rien à l'agriculture et c'est ok, c'est le moment de le transmettre et de dire que finalement, Sophie avec Éco de Ferme, elle arrive à vulgariser comme elle le peut, mais ça peut être vraiment une piste pour vraiment amener les gens à se questionner. Je le disais d'ailleurs dans l'épisode final de ma saison 1, le mieux c'est de se nourrir, aussi bien notre estomac que notre esprit. Et donc, vraiment, se cultiver, et je fais pas exprès d'utiliser ces mots-là d'ailleurs, c'est vraiment primordial pour qu'on puisse avancer main dans la main vers un monde plus durable, plus vertueux, en tout cas le monde qu'on a envie de dessiner pour demain. Je vais pas m'étendre plus longtemps, je voulais simplement partager un dernier message, un dernier écho comme je fais avec mes interviews. C'est toujours un vrai bonheur d'aller sur le terrain, de parler aux acteurs qui façonnent nos paysages et produisent notre alimentation. Il y a toujours ce sentiment d'escapade, un peu de voyage, comme si je partais avec mon sac à dos pour assouvir ma curiosité. Et j'avoue que si je pouvais faire ça de mes semaines, ce serait vraiment génial. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera le cas. En tout cas, je voulais remercier encore une dernière fois la région pour leur soutien financier. Je voudrais remercier tous les agriculteurs de la saison 2 et puis même à nouveau ceux de la saison 1. Toutes les personnes qui me font confiance, tous les gens qui m'entourent et qui croient en mon projet. Et je voudrais aussi remercier les auditeurs, toi qui m'écoutes et qui d'ailleurs est toujours encore en train de m'écouter, merci de tenir jusqu'au bout de l'épisode, pour votre fidélité, pour votre soutien et pour les messages que certains d'entre vous m'envoient en privé sur mon compte Instagram ou sur mon LinkedIn ou par mail. Merci. C'est vrai que même si j'ai des coups de mou, je pense à tous ces messages et je me dis que tout ça, ça vaut la peine, ou je dirais ça en vaut la joie. Je te dis encore merci et à bientôt pour un nouvel épisode sur Éco de Ferme. Ciao! J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Éco de Ferme.